Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour réaliser un millefeuille. Comme promis sur Facebook, on avait communiqué là-dessus, donc je vais faire le millefeuille traditionnel, donc constitué d'une pâte feuilletée traditionnelle bien sûr, et d'une crème mousseline qui sera aromatisée à la vanille. Et nous allons terminer sur le dessus par un glaçage au fondant, donc on va toujours rester dans le traditionnel. Nous allons commencer tout de suite par la pâte feuilletée. Alors pour la pâte feuilletée, nous allons faire une détrempe qui est la pâte de base, qui est constituée de farine type 45, d'eau et de sel fin. Alors vous aurez des variantes de pâte feuilletée que vous trouverez à droite à gauche avec un petit peu de beurre ou avec des variantes vraiment de toutes sortes. Là, je reste vraiment sur la pâte feuilletée qu'on apprend en lycée hôtelier ou en CAP de pâtisserie. Vraiment, on reste sur les fondamentaux. Donc pour la farine, nous avons 300 g de farine. Pour l'eau, nous avons la moitié du poids de la farine en eau, donc 150 g, et j'ai une grosse pincée de sel fin. Voilà, il y a une méthode très facile pour retenir les proportions de la pâte feuilletée, quelle que soit la quantité qu'on veut faire. On met toujours la moitié d'eau par rapport à la farine. On met toujours du sel, bien sûr, parce qu'une pâte sans sel, c'est pas bon à manger. Avez-vous déjà mangé du pain sans sel? Vous verrez la différence. Faites le test si vous n'avez jamais essayé. Et ensuite, ces deux éléments additionnés ces deux éléments additionnés divisés par 2 donnera notre poids de beurre, donc beurre de tourage ou beurre frais, beurre doux, qu'on peut acheter également. Si on est débutant, préférez faire avec un beurre de tourage qui est plus sec, donc qui a un point de fusion différent de celui du beurre. Il va fondre moins facilement dans les mains. Alors on commence tout de suite. Donc je mets ma farine dans la cuve du batteur. J'y ajoute donc mon sel fin. Donc ça fait environ 3 grammes, une grosse pincée de sel, et mon eau tempérée. Et là, je vais mélanger à la feuille. Donc on ne cherche pas à pétrir, à faire quelque chose un pétrissage long. On veut juste que tous les éléments secs soient amalgamés et qu'on ait une boule. Cette boule, ça sera notre détrempe. Alors on l'obtient en quelques dizaines de secondes. Et dès qu'on aura notre détrempe, on va former une boule bien régulière et on va la laisser poser au frigo. Dans la pâte feuilletée, c'est une pâte qui est assez longue à réaliser. Si on la fait en direct, il faut compter en tout et pour tout 2 heures. Mais c'est mieux de la préparer à l'avance et de l'étaler sur le temps et de la faire sur 48 heures, admettons. Alors je pourrais faire la détrempe ce soir, faire mes 2 premiers tours demain matin, les 2 tours suivants demain après-midi et les 2 derniers tours demain soir, par exemple. On peut également rajouter dans la détrempe, donc à cette étape-là, quelques gouttes de vinaigre blanc. Ça évitera à la détrempe de s'oxyder et donc de devenir grisâtre et d'avoir des petits points noirs au bout de quelques jours qui vont apparaître. Voilà, là j'obtiens une pâte assez compacte. On va arrêter le batteur, ça ne sert à rien de le faire fonctionner. On entend qu'il force un petit peu, ce qui est normal, mais ça ne lui fait pas trop de bien. Et on va enlever donc notre cuve. Et on va mettre notre détrempe donc sur le plan de travail. Et je vais la travailler un petit peu avec les mains, histoire de rassembler tout en boule. Alors cette étape n'est pas du tout compliquée. Là où ça devient compliqué, c'est au niveau du tourage. Après, quand on a compris le système, ça va assez vite. C'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, je mets bien tout en boule. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail pour être à l'aise. Et avec un couteau, je vais tailler ma détrempe en croix. Vous voyez, elle n'est pas très régulière, ma boule, c'est pas grave. Peu importe. Voilà, et j'écarte bien les 4 angles de la boule, de façon... Ah, ça va me servir pour abaisser après ma pâte en croix. On va le faire là dans quelques instants, vous allez voir. Donc cette pâte, il faut la laisser reposer au frais. Donc je l'enveloppe bien dans le papier film. Et elle repose minimum une demi-heure. Alors on l'enveloppe pour ne pas qu'elle croûte. Et on la met comme ceci, donc au frigo. Gaëtan, je vais te donner ça à déposer dans le frigo, s'il te plaît. Et tu vas me ramener une détrempe que j'ai réalisée tout à l'heure.
Donc, en début d'après-midi. Donc, c'est quoi la recette? C'est le millefeuille, Emmanuel. Voilà. Comme ça, vous le savez. Bonsoir à tout le monde. Millefeuille, merci. Alors, le crochet, j'ai une question de Mathieu. À quoi sert le crochet? Et pourquoi j'utilise une feuille? Le crochet, ça sert plutôt à faire des pâtes à brioche, dans des pâtes qui ont besoin d'être pétries très longtemps. Là, je me sers de la feuille parce que ça suffit pour pétrir ma pâte et d'avoir quelque chose d'homogène rapidement. Là, on n'est pas sur la brioche. Donc voilà, ma détrempe est sortie du frigo. Donc, on l'a mise au frigo pour que l'élasticité de la pâte retombe un petit peu, qu'elle soit moins élastique et qu'on puisse l'étaler. Comme ceci. Donc, je vais fleurer encore mon plan de travail. J'ai également mon beurre de tourrage qui est ici, donc qui est froid lui aussi, il sort du frigo. On peut également le déballer. Donc, le poids du beurre correspond à la moitié du poids de la détrempe. Et je positionne ma détrempe comme ceci. Donc, une pointe en haut, une pointe en bas, et une pointe à droite, une pointe à gauche. Je prends mon rouleau, je fleure un petit peu, et je vais étaler donc ma pâte en croix, tout simplement, en aplatissant les pointes. Et je veille à garder le centre plus épais. C'est important parce que quand on va replier nos quatre côtés sur le beurre, on va faire différentes couches. Et il faut que le fond soit aussi épais que le dessus, en fin de compte. Donc, on garde le centre plus épais. On peut l'aplatir un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, j'ai ma détrempe qui est donc bien aplatie. Je vais mettre ça ailleurs, ça nous gêne un petit peu. Hop. Voilà, et j'ai mon beurre. Je vais prendre une toile sil-pâte et je vais venir coincer mon beurre à l'intérieur. Et avec le rouleau, je vais l'aplatir, juste de quoi le ramollir. Alors vous voyez, je tiens mon rouleau bien à l'horizontale, de façon à ce que mon beurre soit tapé de la même façon partout. Donc le but étant d'obtenir une texture qui soit avoisinante entre ma détrempe qui est ici et mon beurre qui est ici. Donc bien sûr, ce que je viens de faire n'est pas suffisant. Je replie mon beurre en deux et je continue. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait vraiment la texture souhaitée. Allez, encore un petit coup. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Je le fais 4-5 fois. Et en finalité, je façonne mon beurre de façon à ce qu'il ait une forme assez carrée, comme ceci. Et je viens le positionner sur ma détrempe. Donc je vais venir envelopper ma détrempe en rabattant donc mon beurre, en rabattant les côtés de la détrempe. Donc je rabats celui du haut, celui du bas, un premier côté et le second côté. Je fais attention à chaque fois, ici dans les angles, de bien pincer de façon à ce que le beurre soit bien emprisonné et qu'il ne puisse pas sortir par les angles. Voilà, comme ceci. Je me remets bien droit. Je vais juste un peu fleurer. Veillez toujours à avoir un plan de travail fleuré. Il ne faut pas que la pâte accroche à aucun moment. Et là, je vais taper avec mon rouleau
de façon à bien répartir le beurre sur toute la surface de la pâte, de la détrempe. Alors je le fais dans les deux sens. Avant de commencer à abaisser, chose que je vais faire maintenant. Alors je vais chercher à abaisser en longueur et non pas en largeur. La largeur, je l'ai, elle est suffisante. Ça va s'élargir un petit peu, mais on va surtout étaler en longueur. Voilà, je vérifie toujours que je n'accroche pas au plan de travail. Et je continue. Jusqu'à être à environ un demi-centimètre d'épaisseur. Alors j'essaie de garder une forme rectangulaire, c'est-à-dire d'avoir les angles droits. Alors ici, c'est le premier tour que je fais, donc c'est pas facile d'avoir les angles droits dès le départ, mais dès le second tour, on pourra vraiment les conserver. Alors pour l'instant, je tire un petit peu sur les pointes, en accompagnant bien sûr la pâte pour ne pas la déchirer, et de façon à essayer d'avoir quelque chose le plus carré possible, pardon. Voilà, j'abaisse. Je rajoute peu de farine, vous voyez, pour ne pas modifier les proportions de la pâte, parce que cette farine, à force, elle s'incorpore. Et là, je vais donner mon premier tour. Alors, une pâte feuilletée, comme on l'a fait ce soir, nécessite 6 tours. Et on va les faire à chaque fois 2 par 2. Donc, pour faire mon premier tour, je fais pivoter ma pâte d'un quart de tour et je vais le plier en 3. Donc, d'abord, je rabats le côté droit sur un tiers. Je ramène bien la pâte dans les angles, de façon à ce qu'il y ait autant de couches de pâte ici que ici, ou ici par exemple. Et je fais pareil en battant le côté gauche. Et j'amène bien les bords, bord sur bord. Et là, je viens d'effectuer un premier tour. Donc la pâte, on la laisse dans ce sens-là. On ne s'amuse pas à la tourner dans tous les sens. Donc toujours comme un livre en fait, comme si j'ouvrais un livre. Donc ouverture à droite. Et là, je vais l'étaler à nouveau en longueur pour faire mon second tour. Vous voyez, mes angles sont formés. Je fais tout pour les conserver. Et j'essaie donc d'abaisser cette pâte toujours sur un demi-centimètre environ. Comme ceci. Donc ma pâte ne colle toujours pas. Vous voyez, j'ai très peu de farine sur le plan de travail. C'est important. Je fais un quart de tour, toujours dans le même sens. Et je vais rabattre le côté droit en premier, sur un tiers. Je ramène tout bien bord sur bord. Je tire un peu les angles si nécessaire. Et le côté gauche, enfin, comme ceci. Voilà, à ce stade, je vais envelopper ma pâte feuilletée. Elle a 2 tours. Pour dire qu'elle a 2 tours, je peux la marquer avec 2 doigts. J'enfonce légèrement, de façon à ce que je me souvienne que dans quelques heures, tiens, cette pâte a 2 tours, et je saurai où j'en suis. Alors ça, je le fais bien sûr à la maison. Vous n'êtes pas 50 à faire de la pâte feuilletée, mais dans la restauration, je peux avoir un collègue qui va prendre la relève. Il va trouver ma pâte feuilletée dans le frigo. Il ne sait pas à quel niveau elle est. Et avec ces 2 traces, il va comprendre de suite qu'elle est à 2 tours et qu'il reste donc 4 tours à lui donner. Donc là, j'enveloppe bien pour ne pas qu'elle sèche dans le frigo. Voilà, comme ceci. Et on va la mettre donc au frais, Gaëtan, s'il te plaît. Et tu vas pouvoir me ramener l'autre pâte qui nous attend, qui a déjà donc 2 tours et qui a reposé donc 30 minutes minimum. Alors,
Alors sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Voyons. Non, alors Mélanie, vous ne mettez pas au frais entre le premier et le second tour. Non, les tours, on les fait toujours 2 par 2. Donc on fait 2 tours, 30 minutes de frigo minimum, 2 tours, 30 minutes de frigo minimum, et encore 2 tours. Et après encore au frigo, et on pourra l'utiliser. Voilà, cette pâte a été réalisée il y a quelques heures. Elle est au même stade que celle qu'on vient de mettre dans le frigo. Donc on va la poursuivre. Et c'est important de respecter ces temps de pause de 30 minutes minimum. Sinon, vous allez avoir une pâte très élastique qui va se rétracter à la cuisson et vous n'aurez pas un beau feuilleté. Donc je fleure à nouveau mon plan de travail légèrement. Je fleure aussi un petit peu ma pâte et mon rouleau. Et là, je vais la baisser donc tout doucement. Bon, là, elle sort du frigo, donc elle est un peu dure, hein. C'est normal. Donc je l'ai mise, je le redis, comme un livre, c'est-à-dire ouverture ici à droite, de façon à repartir dans le bon sens. Et là, j'étale gentiment. J'essaie de garder mes angles bien droits. Voilà. En petite technique, vous avez vu, quand j'arrive pas, parce que c'est loin pour étaler, je tire la pâte vers moi et comme ça j'y ai accès plus facilement. Voilà, j'obtiens donc une épaisseur d'un demi-centimètre environ. Je fais un quart de tour et je plie d'abord côté droit sur un tiers. Toujours pareil. Si vous avez compris la technique, c'est toujours pareil. Et on fait cette opération donc 6 fois. Donc, 3e tour. Là, je démarre mon 4e. Voilà, j'étale gentiment ma pâte. Alors, pour le moment, elle ne colle sur le plan de travail. Voilà. Donc, un quart de tour. Je rabats mon côté droit sur un tiers. Alors, mes angles droits sont bien formés, donc je n'ai pas trop à tirer la pâte. Mais si c'était arrondi parce que j'avais mal géré la chose, il faudrait vraiment que je tire la pâte dans les angles. Et mon côté gauche, je le tire comme ceci. Voilà, je vais à nouveau emballer dans du film ma pâte feuilletée. Cette fois-ci, elle a 4 tours, dont j'y fais 4 traces. Je l'enveloppe pour ne pas qu'elle croûte et je la mets au frigo une demi-heure minimum. Donc Gaëtan, voilà, tu vas aller me chercher la nouvelle pâte feuilletée qui est déjà à 4 tours. C'est toute une organisation, vous voyez, mais au moins il n'y a pas de temps de pause, on peut vraiment enchaîner et vous voyez tout. Non, le beurre ne marbre pas parce que la pâte feuilletée, elle n'est pas restée au frigo pendant des heures et des heures. Je l'ai faite en début d'après-midi, là il est 19h07 et bon, le beurre a refroidi, mais il n'est pas suffisamment froid pour marbrer. Merci. Voilà, là j'ai ma pâte feuilletée donc qui a 4 tours. Je vais la sortir gentiment sans l'abîmer. Hop, je prends la farine qui est sur le plan de travail et on va l'étaler. Bon, pour ceux qui ont un laminoir à la maison, enfin à la maison non, mais s'il y a des professionnels qui ont un laminoir à disposition, c'est
beaucoup plus pratique à ce stade-là d'étaler. D'étaler surtout régulièrement. Voilà. Encore un petit peu. Donc, je l'appuie en 3, toujours. Alors, à vous de doser pour faire le partage en 3. Vous, à l'œil, vous divisez en 3. Et hop, je plie et je replie. Comme un livre. Ça, il faut s'en rappeler. Et là, je vais commencer mon 6e tour. Et la pâte feuilletée sera terminée, là, dans quelques dizaines de secondes. Donc là, ce soir, bien sûr, c'est rapide parce que j'ai des pâtes feuilletées prêtes en amont dans le frigo. Donc je peux enchaîner tout. À la maison, il vous faut 2 heures environ. En respectant bien les temps de pause. Voilà, si ça colle un petit peu, on en rajoute. Comme ceci. Voilà, si on a un petit bourrelet en bout de pâte, on l'aplatit légèrement au rouleau. Donc un quart de tour, toujours pareil. Je rabats le côté droit. S'il y a de la farine en excédent, avec une petite balayette ou un petit pinceau, on la retire. Là, je travaille avec très peu de farine, donc j'ai pas eu le cas. Mais si ça vous arrive à la maison parce que vous fleurez un peu trop le plan de travail, à chaque fois vous enlevez la farine, c'est important. Et là, je rabats le côté gauche, pardon. Et là, j'ai mes 6 tours qui sont terminés. Je fais mes 6 traces. Et cette pâte est prête à être utilisée. Alors, en l'état, on peut la mettre au congélateur et la conserver pour une utilisation ultérieure. Sinon, on la garde au frigo et on pourra s'en resservir d'ici une demi-heure, voire d'ici quelques heures. Vous la conserverez cependant pas plus de 2 ou 3 jours au frigo, parce que comme je le disais en faisant la détrempe, elle risque de griser, de s'oxyder, et au-delà de 2-3 jours, préférez la conserver au congélateur. Bien sûr, toujours à couvert, dans un papier film bien emballé au contact. Et voilà. Tu vas pouvoir mettre ça dans le frigo. Et nous allons tout de suite démarrer la crème pâtissière, le temps que la pâte prenne le froid. Alors je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail. Comme ceci. Donc pour la crème pâtissière, il nous faut une plaque de cuisson. Et nous avons besoin donc de lait, de jaune d'œuf, ici, également du sucre, de la poudre à crème. Hop, je vais les mettre ici parce que je me rends compte qu'on ne les voit pas à l'image trop. Donc œuf, sucre, poudre à crème, j'ai de la vanille en poudre. On peut utiliser également de la vanille en gousse ou de la vanille liquide. Ça, c'est comme vous voulez, selon ce que vous avez à la maison. On va commencer par mettre le lait à chauffer dans la casserole. Donc préférez du lait entier. Vous pouvez le faire avec du demi-écrémé ou de lait crémé, mais bon, si vous mettez du lait entier, ça sera meilleur. Et on va y mettre la moitié du sucre. Et là, je vais bien mélanger, de façon à ce que le sucre ne stagne pas au fond et se mélange donc au lait. Et on va pouvoir allumer la plaque jusqu'à atteindre l'ébullition. En parallèle, je vais prendre un cul de poule
Et je vais y mettre dedans mes jaunes d'œufs. Donc je corne bien le récipient de façon à tout récupérer et à ne pas modifier la recette, bien sûr. Si j'en laisse la moitié dans le pot, ça risque de poser un problème. Je vais y rajouter donc le sucre en poudre restant. Et là, je vais mélanger au fouet de façon à blanchir la préparation. Il ne faut jamais laisser en contact du sucre en poudre et de l'œuf, du jaune d'œuf ou de l'œuf entier, parce que le sucre va pomper l'humidité de l'œuf et vous allez avoir des grains. Donc ce qu'on appelle quand on dit que l'œuf cuit, ça veut dire que l'œuf, il a fait des morceaux et on ne pourra pas les dissoudre. Donc on mélange bien et une fois que le mélange est fait, il n'y a pas de souci. On peut le laisser tranquille, il n'y a plus de souci. Là, je rajoute ma poudre à crème. Alors, poudre à crème, c'est une préparation pour faire de la crème pâtissière ou des flancs parisiens, vous connaissez, qu'on peut remplacer facilement par de la maïzena. Alors, elle a juste deux ingrédients en plus, cette poudre à crème, c'est de l'arôme vanille et du colorant jaune. Donc, ça nous donnera une jolie crème jaune, en plus avec les jaunes d'œufs que j'ai mis. Mais si vous voulez vraiment utiliser de la maïzena et que vous n'avez pas de poudre à crème, donc, et que vous voulez avoir une crème bien jaune, augmentez un petit peu la quantité d'œufs. C'est ce que je vous conseille. Et là, je mélange bien. Alors, la vanille, là, j'ai oublié de la mettre. On va la mettre dans le lait, de façon à ce qu'elle commence déjà à s'infuser et à parfumer mon lait. Voilà, donc je continue mon mélange. Et je me mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre à crème ou de maïzena visible. Jusqu'à ce que mon mélange soit bien homogène, sans grumeaux. Comme ceci. Donc mon lait chauffe bien. Alors je mélange pour que le sucre fonde bien. Alors le sucre, d'après vous, à quoi ça sert? Bon, bien sûr, vous n'allez pas me répondre comme ça oralement. En fait, ça sert à ce que la caséine du lait, qui est donc le sucre du lait, en résumant, en expliquant très simplement, ne caramélise pas au fond de la casserole et qu'il n'y ait pas une couche brunâtre qui se forme et qui en fait fasse dorer le fond de la casserole et donne un goût. Donc ce sucre va empêcher ce phénomène, va retarder ce phénomène. C'est le terme exact. Et là, dès qu'on obtient donc l'ébullition, je vais me mettre à 12. Je vais pouvoir verser mon lait, voilà, là j'y suis, sur les œufs, le sucre et la poudre à crème. Et là, je mélange bien. Ma casserole, je la laisse hors du feu. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a vraiment rien qui n'a accroché au fond. Et je reverse tout dans la casserole de cuisson du lait. Et à ce stade, nous allons cuire notre crème donc pâtissière. Alors, je vais baisser un peu la température, je me mets à 8 sur une échelle de 12 et je mélange sans arrêt jusqu'à ce que ma crème épaississe. Alors déjà, on peut voir en surface qu'il y a une écume qui s'est formée sur le pourtour. Cette écume va disparaître totalement. Donc déjà, tant qu'il y a de l'écume, c'est pas cuit. Premier indice. Deuxième indice, on va voir que ça va commencer à prendre par le centre. Et je mélange sans arrêt, et là je m'aperçois que ma crème prend et va devenir de plus en plus compacte. La partie liquide reste encore sur le pourtour. Je continue à mélanger. Je suis à feu modéré pour ne pas que ça accroche prématurément au fond de la casserole. Et même si on sentait que la crème commençait à accrocher, surtout vous ne frottez pas avec le fouet. Vous continuez à mélanger, mais sans frotter le fond de la casserole, de façon à ne pas décoller cette croûte qui pourrait se former. Ici, ce n'est pas le cas, donc je peux aller jusqu'au fond et bien remuer. Donc ma crème pâtissière est épaisse, cependant elle n'est pas cuite. C'est l'erreur que vous faites souvent à la maison, d'arrêter la cuisson là, dès maintenant. Et après, une fois qu'elle aura refroidi, vous allez avoir un rendu d'eau. Et ça, c'est signe que la crème pâtissière n'est pas cuite. Donc il faut poursuivre la cuisson pendant quelques dizaines de secondes et vous allez retrouver un certain relâchement. La crème va devenir un peu plus liquide qu'elle n'était il y a quelques instants. Et là, ça voudra dire que le grain d'amidon a cuit et que vraiment la crème est bien cuite. Alors ce relâchement, on peut le constater. Alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Il faut le sentir, hein, il faut le ressentir.
Mais en prenant la crème avec le fouet, là je vais éteindre le feu, on peut se rendre compte qu'elle coule. En fait, elle coule toute seule du fouet, tandis que tout à l'heure, si j'avais pris la crème au fouet, avec le bout du fouet, elle serait restée agglutinée au bout. Voilà, là ma crème est cuite. Bon, vu les quantités, ça a été assez rapide. Hein. Si on faisait 2 litres de crème d'un coup, ça serait beaucoup moins rapide. Mais le résultat serait le même. Donc je vais la débarrasser dans un récipient. Alors moi j'aime bien mettre dans ces bassines parce que je les mets, ou sur une plaque, hein, peu importe, la bassine ça n'a pas d'importance, mais je les mets sur une fine épaisseur. Je ne sais pas si on voit la fluidité, on ne se rend pas trop compte hein, à l'image. Mais elle est bien, elle est fluide, elle est coulante. Et là je l'étale bien donc sur une épaisseur fine de façon à ce qu'elle refroidisse rapidement. Et comme la crème pâtissière a toujours tendance à croûter rapidement, je vais donc la filmer au contact. Vous verrez qu'une fois froide, elle va avoir une consistance beaucoup plus épaisse. Alors si vous faites une crème pâtissière pour vous farcir des choux par exemple, vous la rebattez pour la lisser et elle va redevenir très lisse, elle sera très belle. Aujourd'hui on va en faire une crème mousseline. En attendant, on va la laisser refroidir parce qu'il faut que notre crème soit bien froide. Alors vous commencez par la faire refroidir à température ambiante. Ne la mettez pas chaude telle qu'elle est dans le frigo. Vous allez abîmer tous les aliments que vous avez dans le frigo. Et une fois qu'elle sera à température ambiante, vous la mettez dans le frigo qu'elle refroidisse bien. Voilà. Donc Gaëtan, tu vas me mettre ça sur le côté là, parce que là elle est trop chaude. Et on va continuer sur la cuisson de la pâte feuilletée. Alors, pendant que Gaëtan est parti, pourquoi de la maïzena et pas de la farine? C'est une question de Maurice Ducasse. Mais la maïzena, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste. Donc vous pouvez le faire à la farine, bien sûr. Mais vous aurez une crème pâtissière qui sera beaucoup plus lourde. Donc la crème pâtissière à la farine, c'était il y a 20 ans qu'on faisait ça. Aujourd'hui, ou 20 ans ou même plus, aujourd'hui, on va se contenter de maïzena. Vous aurez une crème beaucoup plus digeste et qui aura une tout aussi belle tenue. Merci Gaëtan. Donc voilà, ma pâte feuilletée a été donc abaissée. Donc je l'ai fait en amont pour faciliter les choses. Je l'ai abaissée sur 3-4 mm. Donc ça c'est la pâte que j'avais, qu'on a mis au frigo il y a 5-6 minutes et qu'on a donc abaissée. Donc cette pâte, je vais la détailler à la dimension de ma plaque qui va rentrer dans le four. Alors j'ai 2 possibilités. On va prendre la première possibilité qui se passe avec ma plaque spéciale feuilletage. Donc c'est une plaque que vous ne trouverez que sur Meilleur du Chef. C'est comme un tiroir que j'ouvre. J'installe ma pâte feuilletée à l'intérieur, je referme et je cuis. Ainsi elle va pousser, elle sera tenue par le dessus et le dessous de ma plaque feuilletage. Et ainsi on aura une plaque vraiment très très régulière après cuisson. Je vais faire de cette façon-là et je vous parle de la seconde façon juste après, qui sera peut-être plus facile pour vous à la maison sans devoir acquérir ce matériel-là. Alors je vais commencer par mettre une feuille de papier sulfurisé dans le tiroir, dans la partie donc avec les rebords. Et cette partie-là, je vais m'en servir comme gabarit en la positionnant sur ma pâte feuilletée et je vais venir découper tout autour. Tout autour, voire quelques millimètres en moins, je vais vous montrer. Regardez, je coupe en suivant vraiment le bord. J'enlève la chute. Je fais pareil sur un côté. J'enlève ma chute. Je déplace très légèrement ma plaque de façon à ce que les 2 côtés soient ici à l'intérieur. Voilà. Je peux ainsi découper les 2 autres bordures. Et là, j'obtiens donc ma pâte feuilletée qui est découpée aux dimensions légèrement inférieures de ma plaque et je n'ai plus qu'à venir la déposer à l'intérieur. Alors avant de la déposer à l'intérieur, je vais faire une petite opération qui consiste à sucrer mon papier sulfurisé de façon à ce que mon feuilletage cuise
et caramélise en même temps. Alors, j'ai une saupoudreuse à sucre glace, tout simplement, et je viens y mettre une couche assez généreuse de sucre sur mon papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Allez, je suis généreux. Plus il y a de sucre, plus ça va caraméliser. Je vais venir prendre ma pâte feuilletée. Donc, elle commence à avoir chaud. On est sous les projecteurs, donc je vais l'enrouler tranquillement, gentiment sur un rouleau. Et je vais venir la déposer sur mon papier. Voilà, je la fais glisser, qu'elle rentre bien. À ce niveau-là, je vais sucrer à nouveau ma pâte feuilletée, de façon à ce qu'elle caramélise des deux côtés. Voilà, je suis généreux également. Donc j'ai un four à chaleur tournante qui est préchauffé, bien sûr. On met ça dans un four qui est chaud. Je vais y mettre une seconde feuille de papier. Alors le papier nous sert surtout pour le démoulage. Disons que quand je vais ouvrir le tiroir et que ma pâte sera cuite, je ne vais pas tout arracher. Le papier sulfurisé va me permettre de protéger ma préparation. Et ici, je l'introduis donc gentiment. Alors, le papier a tendance à gondoler avec l'humidité. Voilà, et je l'introduis donc comme ceci. Je referme mon tiroir. Ma pâte feuilletée est prise donc au piège. Je n'ai plus qu'à la mettre dans le four pendant 40 minutes. Alors 40 minutes pour que la caramélisation ait le temps de se faire et que la cuisson soit bien vraiment faite à cœur. Voilà, je vais vous parler d'une seconde technique. Alors je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas cette plaque feuilletage. Si vous voulez l'acquérir, ne la cherchez pas n'importe où. On a l'exclusivité de ce produit. Donc, vous la trouverez que sur Meilleur du Chef, au format ménager. L'autre solution, c'est de prendre deux plaques à pâtisserie, comme ceci. Donc deux plaques. Et vous allez faire la même chose, sauf que c'est les deux plaques qui vont remplacer ma plaque feuilletage. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé, le sucre, votre pâte découpée à la dimension, le sucre à nouveau sur la pâte, vous recouvrez d'une seconde feuille de papier sulfurisé et vous recouvrez d'une seconde plaque qui va faire donc un poids dessus et qui va donc uniformiser la cuisson. Préférez de prendre des plaques en tôle bleuie si vous les avez parce qu'elles sont en acier, elles sont plus lourdes que les plaques en aluminium avec des revêtements adhérents et le poids sera plus important et ça sera mieux. Voilà, ça c'était pour la cuisson de la pâte. Donc c'est dans le four, c'est parti pour 40 minutes. Je vais juste y mettre le temps, oui, la minuterie, qu'on sache vraiment où on en est, comme ceci. Ensuite, nous allons revenir sur la crème mousseline. Donc la crème mousseline, c'est une base de crème pâtissière dans laquelle on rajoute du beurre. Alors le beurre, c'est du beurre qu'on sort du frigo, du beurre normal, du beurre doux, qu'on va battre au batteur. Donc ici on peut le voir, j'ai déjà battu, parce qu'il faut le battre longuement. Quand je dis longuement, c'est environ 5 minutes, de façon à ce qu'il soit bien lisse, il va même blanchir. Donc je vais juste le rebattre un tout petit peu. Gaëtan, tu vas aller me chercher s'il te plaît la crème. Donc on va juste le rebattre un petit peu. Donc 5 minutes c'est important, même si votre beurre est bien lisse, il vous paraît nickel chrome, n'hésitez pas, vous le fouettez pendant 5 bonnes minutes. Donc n'hésitez pas avec une maryse de venir corner les bords, de façon à ce que tout le beurre se mélange correctement.
Vous ramenez tout au centre et vous remélangez à nouveau. Alors, pour ce qui est des proportions de la crème mousseline, je vais les donner, parce qu'on ne les a pas données tout à l'heure. Il y a 500 g de lait, donc ça fait un demi-litre, lait entier de préférence, 100 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre, donc on a mis 60 g dans le lait, 60 g avec les jaunes d'œuf et la poudre à crème, 50 g de poudre à crème, de la vanille en poudre ou de la vanille en gousse ou de la vanille liquide, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Et ici, j'ai 120 g de beurre, donc qui est rajouté après dans la crème froide. Attention, ne faites pas l'erreur comme je peux le voir, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Ne mettez pas votre beurre dans la crème chaude, parce que le beurre va fondre. Bien sûr, il va se mélanger, vous aurez une crème qui sera fabuleuse au goût, mais vous n'aurez pas la texture souhaitée. Donc le beurre se rajoute dans la crème froide. Alors vous allez avoir différentes écoles qui vont vous dire il faut que les deux préparations soient à température identique, donc température ambiante, et le beurre et la crème pâtissière. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, j'ai une technique qui marche très très bien. Donc, il faut que mon beurre soit à température ambiante, qu'il ait été bien fouetté pendant 5 bonnes minutes avec le fouet. Vous n'hésitez pas à corner et à refouetter. Et une fois qu'il est bien lisse, vous prenez votre crème pâtissière donc, qui sort tout droit du frigo, donc qui est froide, qui est bien froide, et que je vais rajouter dans mon batteur, dans ma cuve, petit à petit, tout en mélangeant. Donc je vais le faire. Donc j'attends à chaque fois que ça s'incorpore un petit peu. Et je rajoute de la crème pâtissière. Vous voyez, elle est bien prise, hein, elle a refroidi. Elle est même presque un peu gélatineuse, c'est normal. Et elle va se relisser tout en incorporant le beurre progressivement. Voilà, comme ceci. Et là, je vais laisser battre, donc à pleine vitesse, pendant 3-4 minutes. C'est important que le mélange se lisse bien avec le beurre. On ne va pas attendre 3-4 minutes, rassurez-vous, j'ai une crème prête dans le frigo. Qu'est-ce qui peut se produire à ce stade-là? Eh bien, votre crème, elle peut brosser. Alors, quand on dit que la crème a brossé, ça veut dire que le beurre s'est mis en petits grains dans la crème, du fait que la crème soit bien froide, et vous avez une crème granuleuse. Alors, vous avez beau battre, vous n'allez pas arriver à dissoudre ce beurre. Et à la dégustation, bien sûr, ce n'est pas du tout agréable sur la langue quand vous allez déguster. Donc l'idéal, c'est de prendre un chalumeau, comme celui-ci, et de chauffer donc, le pourtour de la cuve, mais gentiment. Il ne faut pas faire fondre le beurre, il faut juste l'aider à se décoller des parois et à se mêler à la crème. Donc tout doucement, on y arrive. Alors ici, je vais vous faire la démonstration pour vous montrer comment passer le chalumeau, que vous voyez à quelle fréquence je le passe, si j'insiste ou non sur les zones. Bien sûr, ce n'est pas cette crème qu'on va utiliser ce soir, mais au moins vous saurez comment vous sortir de ce pétrin si vraiment la crème commence à brosser, être granuleuse. Et souvent, les gens paniquent à ce stade-là et bon, c'est pas le moment. Donc, je remets mon batteur à tourner. Imaginons que nous avons des grains dans la crème. J'allume mon chalumeau et je passe ma flamme gentiment comme ceci. D'un côté, de l'autre. Alors là, j'ai une cuve en verre. Donc la cuve en verre est un petit peu plus longue à chauffer. Avec les cuves en inox, ça va plus vite.
Voilà, et je fais ça. Je fais ça en fait jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien lisse. Et là, vous allez vous en rendre compte de toute façon à l'œil. Vous allez voir qu'elle va se lisser toute seule. Vous n'avez plus qu'à prendre un petit peu de crème sur le bout du doigt et vous l'étalez comme ceci. Et vous allez vite voir si la texture est bien ou pas bien. Donc dans ce cas précis, le fait de la chauffer, la crème va un petit peu se liquéfier. Donc dans ce cas-là, vous la mettez dans un bac à couvert, au frais, qu'elle se raffermisse. Si vous avez réussi la crème du premier coup, vous la mettez directement dans une poche à douille, comme ceci. Bon, là, je vais la sortir. Je vais vérifier avant que tout le beurre se soit bien amalgamé. Donc, je vais chercher en bas, au fond, avec la maryse. Il y a du beurre qui reste collé. Donc, je vais encore fouetter de façon à ce que tout soit bien homogène et que tout ce beurre qui ne s'est pas mélangé se mélange enfin. Parce que c'est le beurre qui va donner la texture à votre crème, à sa tenue. Donc si vous n'avez pas tout le beurre qui est mélangé, ben, vous risquez de trouver des morceaux de beurre en dégustant, ou alors d'avoir une crème qui est plutôt molle. Et ce n'est pas du tout le but recherché, surtout pour un millefeuille. Donc je vais refouetter un petit peu. Voilà, de façon à tout mélanger. Et là, j'ai déjà une crème qui se tient bien. On peut le voir à la caméra. Vous voyez? Elle a déjà une bonne texture. Il ne me reste plus qu'à la débarrasser donc dans ma poche à douille, dans laquelle j'ai mis une douille unie d'un diamètre environ 15 mm. Donc voilà, je verse ma crème. Et en attendant que mon biscuit cuise et qu'il soit refroidi, on va laisser la crème au frigo. Alors, elle ne va pas y rester 3 heures. Hein. Le biscuit sera cuit dans une demi-heure. Il va très vite refroidir. Donc, dans les 3/4 d'heure qui suivent, on va s'en resservir. Elle n'aura pas eu le temps de bloquer et d'être inutilisable. Donc vous la mettez telle qu'elle dans le frigo. En attente. Tiens Gaëtan, tu vas pouvoir la mettre au frais s'il te plaît. Voilà, donc notre crème mousseline est prête. Je vais maintenant détailler ma pâte. Donc bien sûr la pâte, pas celle qui est dans le four, mais celle que j'ai faite en amont et qui est ici partiellement démoulée. Je vais attendre que Gaëtan revienne. En attendant, je vais voir s'il y a des petites questions. Monia qui dit que ça prend beaucoup de temps. Ben oui, ça prend beaucoup de temps, comme beaucoup de préparations en pâtisserie. Ça nécessite une pâte, une crème, un glaçage, un fourrage, enfin, peu importe, mais ça prend du temps. Et on n'a rien sans rien, donc il faut vraiment vous dire que si vous voulez faire quelque chose de sympa et le proposer à vos proches, mais il faut passer un petit peu de temps en pâtisserie. Cependant, tout peut se faire étaler dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en direct comme moi je le fais ce soir. Je suis obligé pour le live, mais à la maison, vous pouvez faire la pâte la veille, vous pouvez la cuire le matin, faire le montage après-midi. Vous voyez, vous avez de quoi, vous pouvez vous organiser différemment. Donc, lorsque je sors ma pâte du four, j'ai ouvert le tiroir et je me retrouve comme ceci. La pâte peut s'être très légèrement rétractée, c'est pas grave. Je retire mon premier papier sulfurisé et là, ma couche dessus, elle est caramélisée. C'est très très fin, la couche est très très fine, mais elle est caramélisée. Et je vais sortir donc mon feuilletage gentiment, sans le casser, de ma plaque. Et je vais pouvoir le déposer sur le plan de travail. Hop, je reviens comme ceci. Alors, pour poursuivre, il me faut une règle graduée. Nous allons faire un millefeuille de forme rectangulaire. Alors, préférez le rectangle au rond. Pourquoi? Parce que, imaginons que je veuille faire un millefeuille rond. Il me faut 3 couches de pâte. Je vais prendre un rond là, et un troisième rond, mais il me faut un second carré de pâte feuilletée.
et ça fait beaucoup de marchandises et beaucoup de pertes. Donc, en faisant un millefeuille rectangulaire, mais je n'ai pas de perte en fait, parce que je vais tailler là-dedans mes 3 rectangles et je vais pouvoir les superposer et avoir un millefeuille qui va bien convenir pour 6 voire 8 personnes selon les appétits. Alors, je vais commencer par voir sur la partie la plus étroite, sur la longueur, mais la partie la plus étroite, ici c'est plus étroit qu'ici, la mesure que j'ai. Donc j'ai 35 cm, ici j'ai 36. Donc 35 cm, si je divise par 3, ça fait 11, donc on va partir sur 11. Alors, je rigole parce que Gaëtan ricane. Alors, on va partir sur une base bien droite et on utilise un couteau-ci pour pouvoir couper le feuilletage sans tout abîmer. Voilà, comme ceci. Et là, je vais commencer à mesurer donc mes 11 cm. Donc, 11 et 11, 22. 22 et 11, 33. Donc, je fais juste une petite marque. Une petite marque avec le couteau, on va faire. Une marque visible. 11. 22. Et 33. Voilà. Je vais faire pareil ici. Donc 11, 22, 33. Voilà, qu'on ait le moins de pertes possible. Bon, je ne vais pas faire 11,5 parce que ça complique un petit peu les choses. J'ai préféré faire 11, mais pour faire une largeur de 12, je n'avais pas assez de longueur. Et ici, je vais découper donc mes 3 rectangles de pâte feuilletée. Hop. Ici pareil. Alors on y va délicatement. Il ne s'agit pas de casser les pâtes maintenant, hein. Il faut qu'on obtienne vraiment des rectangles de pâte feuilletée entiers. Et enfin ici j'enlève ce bord. Voilà. Donc j'obtiens mes 3 rectangles et on va les superposer. Ça c'est un petit bout de règle. Couteau coupe très bien. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir égaliser les bords gentiment. J'enlève vraiment très très peu. On égalise. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc nos pâtes sont prêtes. On va les garder de côté. Je vais juste faire un petit brin de nettoyage avant de poursuivre. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais reprendre mes pâtes et je vais regarder quelles sont les plus belles. Non pas les plus belles, mais la plus belle. Alors, le dessous, déjà, il va être beaucoup plus lisse. Alors, le dessous va devenir le dessus de mon entremets, de mon millefeuille. Et je vais en prendre un. Bon, il se valent, hein. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc, ça sera mon dessus. Et donc, les 2 autres rectangles serviront de base, de niveau intermédiaire, et donc ça, mon dessus. Gaëtan, je vais te demander de me chercher, s'il te plaît, la poche de crème mousseline. Donc, rassurez-vous, elle n'a pas pris en 2 minutes et demie. J'avais fait une crème à l'amont, bien sûr, cet après-midi, qui, elle, est à point, d'un point de vue texture. Donc, j'espère que vous comprenez tout, que tout se passe bien. Alors, Déborah, pareil, j'ai raté le début. On peut revoir la recette. Après, il me semble, oui, bien sûr, sur la page Facebook de Meilleur du Chef, vous vous reconnectez et vous pourrez revoir le live en replay sans aucun problème. Donc, ici, j'ai ma crème mousseline.
je vais venir déposer des bandes régulières et parallèles sur mon biscuit, ma pâte feuilletée, pardon. Et comme la crème aura refroidi, elle va avoir une tenue suffisante. Il faut penser que les étages vont être superposés. Donc si la crème n'a pas la tenue nécessaire, on part à l'échec. Ici, la crème a une bonne tenue, donc ça devrait aller. Si la crème n'a pas la tenue nécessaire, vous faites cette opération-là. Elle devrait se tenir quand même convenablement pour faire les bandes parallèles, comme je le fais ici. Et après, vous laissez les plaques au frigo pendant une demi-heure ou une heure avant de faire le montage, de façon à ce que la bande de crème se solidifie, se rigidifie, et ainsi vous pourrez faire le montage tranquillement. Voilà, je fais pareil sur la seconde. Et on va faire cette opération que sur 2 plaques de pâte feuilletée, la troisième étant le dessus, donc on va la laisser brute. Voilà, il faut faire attention à ce qu'il y ait assez de crème pour tout couvrir. J'ai été un peu généreux ici, je pense. Donc on va appliquer le système D si on n'a pas assez de préparation. Il y a toujours moyen de rectifier. Oui, il m'en manque un tout petit peu, c'est pas grave. Avec une petite palette, je vais venir en récupérer un petit peu et on va venir donc arranger la chose. Voilà, ici j'en ai mis un poil de trop, donc je vais c'est pas celle-là. Voilà, donc je vais venir combler ici. Ça, c'est pas très grave, ça peut arriver. Ça ne se verra pas au final. Voilà. Hop. Donc ici on égalise gentiment. J'ai une bonne texture de crème, c'est très bien. Ici aussi j'égalise gentiment. Et on va pouvoir donc faire le montage en superposant les couches. Donc on les prend délicatement et on vient les poser bien l'une sur l'autre. On ajuste. Et pareil pour la dernière couche qui servira de chapeau. Donc c'est le dessus. Et je presse très légèrement sans briser le feuilletage de façon à faire sortir très légèrement la crème sur tous les côtés. Et on va pouvoir lisser après avec une petite spatule. Voilà, comme ceci. Et je vais récupérer une petite spatule. Et on va pouvoir donc lisser comme ceci. Ne pas hésiter à presser pour faire sortir la crème quand même un peu. Parce que sinon on ne va pas avoir cette crème. Voilà, et là on vient vraiment combler les espaces vides. Et bien lisser les bords. Donc on prend le temps de le faire. On n'est pas pressé. C'est important parce qu'après on va mettre du praliné grain tout autour. Et ce praliné grain sera tenu par cette crème. Donc c'est important de bien combler tous les petits trous et ne pas laisser de partie sèche où le praliné grain n'adhérerait pas. Voilà, je fais pareil sur le côté. Voilà, je vais le tourner. Je serai plus à l'aise pour travailler ici.
Voilà, je pense qu'on doit voir le côté là, à la caméra, pour mieux se représenter le travail à effectuer. Allez, il m'en manque un tout petit peu. Je vais aller chercher dans ma poche à douille. Il doit en rester un tout petit peu, suffisamment pour que je puisse finir. Voilà. Et vraiment, boucher un petit trou ici. Super. Vous voyez, je prends le temps. Hein. Je pourrais bâcler en me disant, vous ne le voyez pas, mais non. Après, on le verra au final. Donc, on mettra le praliné grain. Dans les angles, surtout. Voilà, parfait. Donc, à ce stade, on peut le mettre au frigo en attendant. Moi, je vais le laisser là de côté. Il a une bonne texture, une bonne tenue. Donc, il va pouvoir rester là un petit moment. On va poursuivre maintenant avec donc, le marbrage dessus. Donc, technique du fondant. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je procède pour obtenir un glaçage déjà qui se tienne comme il faut, qui reste brillant. C'est ça le plus compliqué. Donc pour cela, déjà, on est comme dans le bricolage ici, il faut mettre une sous-couche d'accroche. Et ma sous-couche d'accroche, ça va être du nappage blond. Donc j'ai un petit peu de nappage blond ici. Je vais juste le faire fondre au micro-ondes avec une pointe d'eau. Alors quand je dis une pointe d'eau, c'est la valeur d'une cuillère à soupe. Hein. Donc j'ai mis un petit peu d'eau dans mon nappage et je le fais fondre au four micro-ondes. Alors la couche va être très très fine. On ne le sentira pas à la dégustation, mais ça permet à mon fondant de bien adhérer. Et pour moi, je trouve ça important. Tout le monde ne n'en met pas, bien sûr. Donc là aussi, vous aurez différentes écoles. Hein. Certains vont vous dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi il met ça. D'autres ont peut-être d'autres astuces. Voilà, à vous de vous faire une idée, à vous de faire comme vous voulez. Mais sachez que c'est une technique qui fonctionne bien. On ne va pas sentir ce nappage à la dégustation et vous aurez un fondant qui va bien adhérer. C'est quoi le nappage blond? Oui, c'est le nappage blond à abricotine qu'on trouve, c'est ce qu'on met sur les tartes. C'est en fait la préparation qu'on met sur les fruits quand on fait une tarte aux pommes, une tarte aux fraises. Il existe le nappage rouge et le nappage blond. Et là, je mets du nappage blond. Alors, en attendant que mon nappage fonde, il y en a pour 1 à 2 minutes. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Alors, Dominique, oui, on a discuté sur Messenger, non, même pas sur Facebook, ces dernières heures-là. Donc, le moment qui vous intéresse approche. Ouvrez vos yeux. Confiture d'abricot, on pourrait, mais la confiture d'abricot a tendance à être peut-être un peu trop liquide. Ou alors, il faudrait la faire réduire de façon à ce qu'elle sèche. Et qu'en refroidissant, elle devienne presque qu'on puisse la toucher sans s'en mettre les doigts en fait. La confiture d'abricot, je pense qu'elle ne va pas être assez réduite pour pouvoir convenir. Donc je regarde s'il y a des petites questions. Il y a Valérie qui est connectée, je vois, hamster jovial. Bonsoir Valérie. Et oui, vous êtes venu faire le millefeuille avec moi au labo des chefs, Valérie, et vous en parlez, c'est gentil. Donc voilà, vous voyez, mon nappage est fondu, donc ça va assez vite. Puissance maximum, 1 à 2 minutes. Et lorsqu'il est comme ceci, je le mélange bien avec un fouet, de façon à bien dissoudre tous les petits grumeaux, s'il y en a. Et avec donc un petit pinceau, je vais venir appliquer mon nappage. Alors avant, je vais enlever les éventuelles miettes. Il peut y avoir sur le dessus. Hop. Et là, je vais venir appliquer donc mon nappage en fine couche, sans faire de coulure sur les côtés.
Donc bien sûr, si vous voulez réaliser ce millefeuille en ma compagnie, vous pouvez réserver le cours sur le site meilleurduchef.com. Hein. Je donne des cours de pâtisserie et on le réalisera ensemble, de la même façon que Valérie est venue le réaliser il y a quelques mois déjà à mes côtés. Et vous repartirez bien sûr avec votre millefeuille à la maison, fait par vos propres soins. Voilà, donc je fais une fine couche. Hervé n'a pas compris pourquoi on utilise le nappage. Alors ça sert de sous-couche, hein, quelque part c'est comme de la peinture. Ça permet de fixer le fondant. Ça fait une sous-couche, là il va refroidir, donc il va devenir sec au toucher, et on pourra couler notre fondant et terminer le décor dessus. Voilà, ça on n'en a plus besoin. On va laisser notre millefeuille de côté, et on va reprendre notre plaque de cuisson pour attaquer la partie fondant et glaçage. Alors, pour le fondant, il me faut 200 g de fondant blanc. Donc le fondant blanc, c'est du sucre. Hein. Il est vendu en pot de 1 kg. Voilà, j'ai pesé 200 g. Et il me faut également un sirop de base. Alors le sirop de base me permet de réguler vraiment la texture de mon fondant une fois qu'il sera chauffé. Et ce sirop de base est fait de 75 g de sucre en poudre et de 100 g d'eau. Donc je l'ai fait en amont parce qu'il faut qu'il soit froid. Parce que je vais le rajouter progressivement froid dans mon fondant. Alors, quand je dis que je vais le rajouter, je ne vais pas le rajouter la totalité. Je vais rajouter seulement la valeur d'une cuillère à café, puis encore une cuillère à café, selon la texture que je veux obtenir. Et la plaque de cuisson, on pourrait le faire au bain-marie. Là, je le fais sur une plaque de cuisson à induction, donc avec une sensibilité très précise. Et je vais me mettre à puissance 1 ou 2 pour démarrer. Et je vais juste apporter un petit peu d'humidité en mettant juste un petit peu de sirop dans le fondant. Et là, je mélange. Et cette pâte dure, qui n'est que du sucre, va progressivement s'assouplir. Et la température à respecter est de 37 degrés. Alors, ce n'est pas 37 degrés pile. On voit marqué 37 degrés partout. Mais c'est aux environs de 37 degrés. C'est la température qu'il faut qu'il ait au moment où on l'appliquera sur le gâteau. Donc, au début, ça colle partout. C'est un petit peu solide. On mélange gentiment. Ça commence à venir déjà. Je vais me mettre à 1 par sécurité, parce que les 37 degrés, on va très vite les atteindre. Je vais même aller et venir sur mon feu, de façon à pouvoir gérer ma température sans risque qu'on monte à 50 degrés en quelques secondes. Vous voyez, il s'assouplit gentiment. J'ai un petit thermomètre laser qui me permet de contrôler la température. Et là, je suis à 23, 24. Donc, je continue. Mon réchauffement, gentiment. Je rajoute un petit peu de sirop et je mélange comme ceci. Alors, je me remets à 2. Je contrôle. Alors, je suis à 27. On monte progressivement. C'est important. Même un bain-marie, à mon sens, c'est trop puissant. Donc, la plaque à induction, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas d'induction à la maison, que vous avez seulement le gaz, ben faites au bain-marie, mais avec une eau à peine tiède, que ça aille lentement. Voilà, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de lisse. Donc, on le mélange sans arrêt. Là, je suis à 32, 33. On peut rajouter un petit peu de sirop froid qui va me permettre d'obtenir la texture que je veux. Donc, un fondant qui va s'étaler correctement, facilement, sans se solidifier trop rapidement. Voilà, je contrôle à nouveau la température, je suis à 37 degrés. Donc, je ne vais pas essayer de chauffer plus, je vais éteindre ma plaque même. Et là, je vais donc arriver à la texture que je veux avec mon sirop. Il faut qu'il soit souple, qu'il puisse s'étaler facilement, sans trop coller. Enfin, coller, il va coller, mais qu'il ne s'agglomère pas à ma spatule par gros paquets, qu'il puisse être très fin. Donc voilà, là je mélange. On peut se rendre compte de la texture. On a quelque chose de souple.
Par exemple, si vous faites des éclairs au chocolat un jour, ou au café, enfin peu importe, ou vous voulez glacer des choux, il faudra réajuster la texture de votre fondant tous les 1, voire 2 choux, 2 éclairs, selon la rapidité à laquelle vous allez, parce que le sirop qui sert à réguler cette fluidité a tendance à très vite, le fondant a tendance à très vite absorber le sirop, et il se resolidifie assez rapidement. Donc à chaque fois, après chaque chou, on vérifie que la texture est bonne, et lorsqu'elle est bonne, on peut glacer un second chou, et puis on recommence en rajoutant du sirop. C'est toujours en alternant avec un peu de sirop, on mélange, un peu de chauffe, qu'on obtient la texture que l'on veut. Il est lâché à 37, entre 37 et 38, donc c'est très bien. Je ne vais pas aller plus haut. Je le manipule régulièrement. Je rajoute un peu de sirop. Voilà, et à ce stade, je vais colorer une petite partie de mon fondant avec de l'extrait de café. Alors j'ai pris du Trablit, de façon à faire le marbrage dessus. Alors il nous faut une quantité minime, hein, c'est la valeur de 2 cuillères à café que je vais mettre ici dans un petit bol. Voilà, comme ceci. Voilà, juste de quoi. Ça, je le laisse sur la plaque qui est un peu tiède. Voilà, je vais y rajouter du Trablit. Dans le Trablit, c'est une marque, hein, ils font de l'extrait de café. Une marque très utilisée en cuisine et en pâtisserie. Ça, c'est un très bon produit. Voilà, et j'en mets quelques gouttes. Voilà, on va essayer comme ça. Je vais mélanger jusqu'à atteindre donc une coloration. Donc on peut avoir une coloration plus ou moins claire. C'est vous qui décidez, selon la quantité de Trablit que vous allez y mettre. On commence par peu et on en rajoute si on veut. C'est comme le sel, on peut en rajouter, mais quand il y en a trop, on ne peut pas l'enlever. Voilà, et vous obtenez donc ceci. Je vais rajouter juste un petit peu de fondant pour que j'en ai assez quand même pour décorer mon millefeuille. Voilà. On va dire qu'on a la valeur de 2 cuillères à soupe. Allez. Voilà, je mélange bien. Je vais forcer un petit peu la couleur en rajoutant du Trablit. Sachez que le goût du café, vous ne le sentirez pas à la dégustation. C'est très léger, même si vous faites une coloration assez foncée. Donc, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Voilà, et là, j'ai quelque chose vraiment de très lisse. Alors, ça, je vais le mettre dans un cornet. Un petit cornet en papier que j'ai réalisé tout à l'heure. Alors, je vais juste essayer de trouver un système pour le tenir à la verticale. Hop, comme ceci. Et là, je vais pouvoir avoir mes 2 mains libres et remplir mon cornet avec mon fondant coloré. Voilà, je mets tout. Un cornet ne se remplit jamais jusqu'au bord, sinon on risque d'avoir des coulures par le haut. Et là, je referme mon cornet de façon à bien emprisonner la préparation. Un cornet bien réalisé n'a pas de trou à l'orifice, au bout. On va le faire avec une paire de ciseaux. Et ça, je peux le laisser dans un endroit un peu tiède. Donc là, ma plaque est un petit peu chaude. Je le laisse dessus. Voilà. À ce moment-là, il ne faut plus traîner parce que mon fondant peut durcir dans mon cornet. Donc, je vais revenir à chauffer très légèrement mon fondant blanc. Tiens, Gaëtan, tu vas pouvoir me passer une petite spatule comme cela, propre. Tu dois les avoir ici dans le tiroir. Donc, je remélange. Là, oui. Voilà, je calibre bien ma fluidité. Il n'y en a pas? Oui, ça. Merci. Je suis à 34,5 degrés, 34,5 degrés. Je vais juste monter jusqu'à 37. Vous voyez mon petit cornet, il reste là sur le coin. La plaque est chaude.
36, 36, 5, 36, 37. Hop, j'éteins mon feu. Je pousse ma plaque. Lui, je le laisse au chaud. Je récupère mon millefeuille. Et là, ça va aller très vite. Je vais venir verser, donc, juste rajouter un peu de sirop. Voilà, je mélange bien. Et là, je vais venir verser donc mon fondant gentiment sur mon millefeuille. Alors, s'il coule sur les côtés, c'est pas très grave. Et avec ma spatule, je vais venir donc jusque sur les bords. Il faut tout mettre. Jusque sur les bords. Et après, il va durcir et on va couper les coulures s'il y en a. Voilà, le fait d'avoir un fondant qui est quand même assez fluide l'empêche de redurcir rapidement. Il va redurcir, mais il mettra un peu plus de temps que s'il était vraiment épais dès le départ. Voilà. Voilà. Donc on l'a étalé partout. Et là, on ne va pas attendre 107 ans. Je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais prendre mon petit fondant coloré. Je vais faire un petit trou dessus. Faire un petit test sur mon plan de travail. Ça a l'air pas mal. Et là, je vais tirer des traits. Comme ceci. Et de suite avec un couteau, je vais venir tirer mon marbrage. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, si vous avez été assez vite, en fait, les deux couleurs vont se fondre l'une dans l'autre et la trace de couteau ne sera plus visible. Si par contre la trace de couteau reste visible, ben, votre fondant aura commencé à durcir trop rapidement et la surface sera un petit peu plissée, un petit peu comme des rides, on pourrait comparer ça à des rides. Et voilà. Donc nous obtenons ce résultat-là. À ce stade, il faut le laisser refroidir un petit peu. Et avec un petit couteau, on peut retirer toutes les parties qui ont coulé sur le côté. Donc ici, il n'y en a pas trop. Voilà, il va se solidifier tranquillement. En refroidissant. Voilà. Et ici, il y en a un peu plus. Donc je vais venir enlever tout ce qu'il y a de trop, de façon à avoir vraiment une bordure nette et bien franche. Ah, la pâte feuilletée est cuite. On va éteindre le four. Voilà, comme ceci. De façon à avoir quelque chose de bien propre. Prenez le temps de laisser le fondant bien redurcir. Et lorsqu'on est à ce stade, que les quatre côtés sont bien propres, alors soit vous vous aidez d'une semelle en carton. La semelle en carton, c'est le morceau de carton qu'on met sous les gâteaux. Soit pour les plus habiles, vous posez le gâteau sur votre main. Et nous allons venir coller donc tout simplement notre praliné grain. Donc ils ne sont que des amandes broyées et caramélisées sur tout le pourtour. Alors pour cela, je vais prendre une grande spatule de ce type-là, par exemple. Venir ramasser mon millefeuille sans l'abîmer, de préférence. Voilà, vous voyez, je le prends avec mes mains. Et là, je viens coller mon praliné grain
sur tout le pourtour. Alors pour le faire, je me positionne sur le bac où il y a mon praliné grain et je viens l'appliquer contre la crème. Et en fait, tout l'excédent, toute la partie qui n'adhère pas, retombe. Et ainsi, je ne salis pas mon plan de travail et il n'y a pas de perte de matière. Voilà, j'essaie de monter jusqu'au bord, vraiment jusqu'au bord. Et je presse un petit peu pour que ça tienne bien. Voilà, je le fais donc tourner sur ma main gentiment. Voilà. Encore ici. Bon, ça, c'est à faire avec délicatesse, bien sûr. Hein. Voilà. Et enfin, le dernier côté. Et à ce stade-là, vous n'avez plus qu'à garder votre millefeuille au frais. Il va se conserver très facilement, enfin, sans aucun problème, sans risque de fonte du glaçage sur le dessus, dans le frigo, jusqu'à demain, même voire jusqu'à après-demain. Bien sûr, vous allez perdre avec le temps un petit peu le croustillant du feuilletage, bien qu'il soit caramélisé, mais il va se conserver très bien et garder son aspect brillant si vous respectez toutes les consignes que je vous ai données ce soir. Voilà pour ce soir, j'espère que je vous aurai donné envie de réaliser ce millefeuille. La semaine prochaine, rendez-vous mercredi, comme d'habitude, à 18h45, nous allons faire le russe. Si vous avez des idées, des suggestions de live, de recettes que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les soumettre. Et si l'idée revient fréquemment, ben, je le réaliserai peut-être un de ces jours pour vous. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.